au bureau des livres. Got a theory, could be funny. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? Winter is flamenco. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve la personne la plus Minnesota nice du monde. Ah bon? Anaïs Bordage. Salut Marie. Salut Anaïs. Si vous aimez la neige, les grands espaces, l'humour noir et les accents chelous, vous connaissez sûrement déjà cette série. J'ai nommé Fargo, l'adaptation télé du chef-d'œuvre des frères Coen, dont la 5e saison vient d'être diffusée sur Canal+. Cette saison 5 est-elle à la hauteur de ses prédécesseurs? Qu'est-ce qui fait le charme de la recette Fargo? Et pourquoi parlent-ils tous comme ça? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic? Bah mon pic c'est Ryan Gosling en fait. Oh. Elle porte en ce moment même un sweatshirt Ryan Gosling. Voilà, parfois c'est bien de se souvenir des gens qui ont toujours été à nos côtés et qu'on soutient depuis longtemps. Et moi je soutiens la cause de Ryan Gosling depuis très 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 longtemps. Et je suis ravie parce qu'en ce moment tout le monde l'aime. Et je me sens un peu moins en minorité qu'il y a 10 ans. Il a fait un super numéro aux Oscars dont on a beaucoup parlé. Et voilà, et il m'apporte beaucoup de joie au quotidien. Donc merci à Ryan. Depuis bien longtemps maintenant. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est quoi ton pic? Moi, c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans ma newsletter. C'est pas pour faire une pub pour elle, mais c'est donc je le précise parce que sinon on va se dire que je parle des mêmes choses partout. Mais c'est vraiment un super livre qui s'appelle Worn de Sophie Tannhauser, donc Worn W-O-R-N. Et bon, il est qu'en anglais pour l'instant, mais c'est une longue enquête en fait sur l'industrie du vêtement et surtout l'histoire du textile. C'est un peu l'histoire du monde entier à travers le textile, la façon dont le textile en général a influencé l'histoire du monde, aussi bien au niveau économique que social qu'environnemental. Donc elle parle par exemple, chaque chapitre, chaque partie est concentrée sur un type de textile. Il y en a une sur le coton, où on voit la façon dont ça a été utilisé par les colonisateurs britanniques en Inde pour complètement déséquilibrer la culture et l'économie locale, mais aussi la façon dont le coton a asséché des terres entières à travers le monde à cause de l'utilisation de l'eau. Elle rentre dans le détail, c'est passionnant. Il y a aussi la naissance de la haute couture. C'est vraiment brillant, passionnant, hyper intéressant si vous êtes intéressé par tout ce qui est fringues en général et histoire en général aussi. Je le recommande. Ok, then. Je sais pas le faire avec l'accent. Ok. Aujourd'hui, on vous parle donc de la 5e saison de Fargo, une série d'anthologie créée par Noah Hawley. D'anthologie parce que c'est des saisons à chaque fois différentes, mais aussi d'anthologie parce que c'est très mémorable. Voilà. Donc créé par Noah Hawley, mais basé sur le film des frères Coen du même nom, qui était sorti en 1996 et qui est un film, on peut dire, culte. Oui, culte, très populaire. Et la série, elle existe depuis 2014. Voilà. Et elle avait été d'abord diffusée sur Netflix et maintenant elle est disponible sur Canal+, parce que le monde des plateformes est plein de mystères. Toi, tu as vu toutes les saisons de Fargo? Oui, pas toi? Non, j'ai pas vu l'avant-dernière, la 4e. Ouais, bah la 4e, en fait, elle a été un peu sacrifiée parce qu'elle est sortie au moment du Covid et des confinements. Donc, elle est passée un peu inaperçue par rapport à toutes les saisons précédentes. Et en plus, elle se passe à Kansas City. Donc, c'est la seule saison qui se déroule pas dans le Minnesota et le Dakota du Nord. Donc, c'était un peu une saison à part. Et c'est vrai que moi, j'ai eu plus de mal à la finir, aussi parce que c'était la période du confinement et que j'étais moins dedans, quoi. J'avais pas forcément envie de voir ce que Fargo propose à ce moment-là. Je dois dire que, en tout cas, pour moi, la saison 5, qui vient d'être diffusée donc en France sur Canal+, est un énorme retour en forme, même si la saison 3, je l'avais bien aimée aussi, mais pour moi, elle était déjà un peu moins bonne que les 2 premières. Mais là, j'ai trouvé la saison excellente. Je sais pas si tu es d'accord avec ça pour cette nouvelle saison. Oui, je trouve que la saison 5 est peut-être la 2e meilleure, je pense. Après moi, la 2e? Ouais, la meilleure reste la 2e. C'est celle qui a le plus d'ampleur, celle dont j'aime sans doute le plus le casting. Avec Kristen Dunst et Jesse Plemons. Ouais, qui se sont rencontrés sur cette série. Ouais. Et c'est une saison aussi, la saison 2, qui se passe en 1979. Donc en plus, il y a un côté vintage qu'il n'y a pas forcément dans les autres.
Et elle est mais absolument brillante dans l'écriture. Je trouve que c'est la plus subtile aussi. Alors que parfois, Fargo, bon, c'est aussi l'héritage des frères Cohen, mais il y a beaucoup de séquences d'action et un côté parfois farce qui est hyper jouissif, mais parfois on perd un petit peu de finesse. Et la saison 2, pour moi, était aussi très fine, tout en gardant vraiment le côté humoristique très savoureux. Mais oui, cette saison-là, elle est excellente. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a des thèmes dedans qui m'ont beaucoup parlé, au-delà des thèmes récurrents de la série. On le disait, Fargo, c'est une série d'anthologie, donc chaque saison se situe à une époque et pas forcément à des lieux différents, mais souvent à une époque et autour de personnages différents en tout cas, et avec une intrigue différente. Mais il y a quand même une recette Fargo qui est basée sur le film des frères Cohen. Cette recette, d'abord, elle est liée à un lieu, puisque Fargo, déjà, c'est le nom d'une ville du Dakota du Nord, et le film, comme la série, se situe, sauf, tu l'as dit, la saison 4, toujours dans le Minnesota et le Dakota du Nord, qui sont des régions du Midwest aux États-Unis, qui sont caractérisées par leur froid. En général, c'est vraiment dans le nord, c'est près de la frontière canadienne. La neige et la politesse. Exactement. Ils sont connus pour être très gentils, très très polis et avoir un accent un peu. C'est les O aussi à la canadienne, c'est about au lieu de about et genre oh ok. Ils ont un truc un peu rond comme ça dans l'accent qui est assez marrant et l'aspect justement le Minnesota nice comme on dit, c'est-à-dire la gentillesse de là-bas quoi. C'est surtout de la politesse plus que de la gentillesse. Ça marche très bien avec l'humour noir de Fargo parce qu'il y a toujours un petit contraste entre les horreurs qu'on voit à l'écran et le comportement des personnages. Oui, bah en fait, ce qui ajoute un effet comique et qui fonctionne très bien avec ce contraste-là, c'est le langage qui est utilisé là-bas. En fait, c'est beaucoup d'euphémismes, beaucoup de manières en fait un peu surjouées et une tendance un petit peu britannique en fait à s'effacer dans la conversation, à ne pas faire de vagues. Et donc, c'est totalement l'inverse dans l'attitude de ce qu'on voit puisque la majorité des saisons, toutes d'ailleurs, je pense, commencent par une sorte de concours de circonstances meurtrier C'est ça. ou fatal. Et donc, des massacres, en fait, absolument gigantesques et parfois très drôles ou voilà, des tragédies un peu démesurées. Il y a toujours des questions de mafia, il y a des personnages qui sont extrêmement cruels et monstrueux, mais il y a aussi la majorité des personnages qui font un excès de politesse et un excès de maniérisme en permanence. Et donc, c'est très, très drôle. Et ça vient aussi souligner une des grandes thématiques de Fargo, qui est la disparition de la fabrique sociale. C'est d'ailleurs dit verbalement dans la saison 5, mais c'est un truc qui revient dans toutes les saisons. C'est tous les personnages qui disent que l'Amérique n'est plus ce qu'elle était, que justement on est en train de perdre ces bonnes manières qu'on a avec nos voisins et cette idée très Midwest ou très campagnarde pour nous de laisser la porte ouverte, ne jamais fermer à clé, toujours être généreux avec son voisin et que ça c'est en train de s'éroder et que la violence est en train de pourrir tout ça, la violence, la politique, le gouvernement. Et donc dans la saison 5, ils vont très très loin dans cette idée-là, aussi parce que c'est une saison post-Trump et post-coup d'État américain, en tentative de coup d'État américain. Dès la première saison, en fait, il y a un personnage qui est joué par Martin Freeman, qui est un acteur anglais, mais qui là donc joue un personnage du Minnesota. Je fais pas de spoiler parce que c'est dès le premier épisode. Hein, il tue sa femme en fait, alors que c'est le mec le plus poli et le plus gentil. En plus, Martin Freeman a vraiment la tête. Bon, il jouait Bilbo le Hobbit, donc vraiment, il a la tête la plus sympathique du monde. Il y a toujours ce contraste en fait dans Fargo qui était là déjà dans le film en fait. Oui, dans la saison 1, il croise le chemin de Lorne Malvo, qui est un personnage savoureux, joué par Billy Bob Thornton, et qui est un tueur à gages en fait, et un mec qui adore le chaos, qui aime semer la merde partout où il passe, et qui saisit justement une faiblesse de caractère chez le personnage de Martin Freeman, et qui va l'inciter justement à dévoiler son côté violent et son côté très mauvais, très moche. Et donc oui, la saison 1 jouait à fond sur ce contraste. Celle d'après, je trouve qu'elles le font d'une manière un peu plus fine ou plus intelligente pour qu'il n'y ait pas de redite non plus. Mais c'est vrai que tout ça a été résumé dans le premier épisode de la saison 1. Le deuxième ingrédient de la recette Fargo, c'est la mise en scène et la photographie. Bon, c'est pas étonnant vu que c'est basé sur un film à l'origine et d'autant plus un film des frères Cohen. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est des paysages qui sont très, très cinématographiques, les paysages du Dakota du Nord et du Minnesota. Ça se déroule la plupart du temps l'hiver, donc c'est des grandes étendues glaciales. Et ils arrivent vraiment à mettre ça en scène de façon assez spectaculaire dans toutes les saisons. Et comme tu disais tout à l'heure, en plus, il y a l'aspect, certaines saisons sont des époques différentes, donc il y a toute une atmosphère qui va avec. Mais là, dans la saison 5, c'est vraiment magnifique, quoi.
Oui, la série a démarré en 2014 et c'était vraiment un âge d'or pour les séries et notamment pour les séries cinématographiques. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir de plus en plus de parti pris esthétiques forts dans les séries. Noah Hawley, il faut préciser que c'est aussi le créateur de Légion. Donc c'est un mec qui aime bien les séries qui en jettent pas mal visuellement. Et là, dans Fargo, il y a beaucoup d'outils cinématographiques qui sont utilisés. Il y a des split screens, donc où on voit la scène avec l'écran divisé. Il y a beaucoup de fondus qui durent très longtemps, qui attirent l'attention à eux-mêmes, en fait. Le montage est excellent et il y a des séquences qui sont hyper mémorables. Il y a notamment une séquence, je me souviens plus si c'est dans la saison 1, mais je crois que oui, où il y a une fusillade qui est filmée intégralement de l'extérieur du bâtiment. Et donc, en fait, on entend uniquement les bruits et la caméra suit le bruit de la fusillade puisque, en fait, les meurtriers sont en train de monter les étages et de tuer un peu les gens de couloir en couloir. Et donc, on ne voit pas l'action, on ne voit pas la violence, mais on l'entend. On entend les coups de feu et les gens qui crient. Et je me souviens que c'était un des premiers instants de la série qui m'avait beaucoup marqué parce que c'était très fort visuellement de raconter toute une séquence d'action sans rien montrer. À la télé, en plus, c'est assez osé de ça dire fait on va penser rien au vous BD, montrer. en fait. Ça fait penser à, tu sais, dans Astérix Exactement. Obélix ou des choses comme ça où tu vois l'extérieur de la pyramide dans Mission Cléopâtre, le livre, quoi, et tu vois pas. C'est ça, et ça exige tout de suite ton attention parce que tu dois prêter oreille, que tu ne vois pas juste de la violence gratuite à l'écran. Et ouais, ça m'avait pas mal scotché. Et c'est vrai que de saison en saison, ils ont toujours trouvé le moyen de créer des séquences hyper fortes visuellement. Et en plus, il y a plein d'hommages aux films qui sont semés par-ci par-là. Et ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que c'est un plaisir en fait de revoir cette série. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelle saison. Et quand la nouvelle a débarqué, j'étais trop contente parce que on sent qu'il y a une recherche esthétique, mais c'est pas de l'esbrouf, Oui, contrairement à d'autres séries qui peuvent s'éclater un peu, mais où en fait le fond n'est pas vraiment là. C'est vrai que, tu le dis, ça a été un plaisir de retrouver Fargo, et je pense que ça a été un plaisir aussi de retrouver une très bonne série, en fait, parce qu'on a eu un peu un passage à vide à la fin de l'an dernier avec la grève des scénaristes, mais aussi il y a de moins en moins d'excellentes séries, on en a déjà oui, la parlé. tendance est à la baisse en Voilà. termes de qualité. Et Fargo continue. En plus, c'est une série qui revient, donc on connaît la recette, même si l'histoire est surprenante à chaque fois. Et elle continue d'être tout aussi réjouissante et de qualité, quoi. Donc c'est vraiment c'est un plaisir de la retrouver. Les autres ingrédients de Fargo qui reviennent pratiquement dans toutes les saisons, c'est pas systématique, mais c'est vraiment des ingrédients assez récurrents. C'est que, bon, on l'a dit, c'est des histoires criminelles, des histoires de meurtre et de violence. Il y a souvent des figures de femmes assez remarquables et assez fortes. Et c'est l'héritage du film et du personnage joué par Frances McDormand. Exactement, qui était une policière dans le film. Et il y a toujours aussi des personnages d'enquêteurs et de policiers qui sont intègres. Et le dernier ingrédient qui est vraiment signature de Fargo et qui, encore une fois, est un héritage direct des frères Coen. Hein. D'ailleurs, toutes les saisons de Fargo font énormément d'allusions aux films des frères Coen et pas juste à Fargo. Il y a toujours des clins d'œil à d'autres films aussi. Là, bon, il y a un clin d'œil assez évident à No Country for Old Men dans la saison 5. Mais il y a toujours aussi ce ton des frères Coen qui est un humour noir et assez mordant et avec des notes d'absurde et de surnaturel parfois. Le surnaturel est plus ou moins présent selon les saisons, mais moi, je trouve ça toujours génial et encore une fois très osé, très audacieux. Et dans la saison 2, c'est aussi pour ça que je l'adore. C'est parce que je trouve que c'est celle qui a le mieux réussi ces petites touches d'absurde. C'est là où il y a les extraterrestres. Ouais, mais en fait, on nous explique jamais pourquoi et ça ne s'intègre jamais vraiment à l'intrigue. Mais de temps en temps, on voit des soucoupes volantes en fait. Et comme la saison se déroule en 1979, il y a dans celle-ci en particulier une très grosse thématique sur l'ambiance de cette décennie-là avec la désillusion un peu politique aux États-Unis, le Watergate, le Vietnam, et il y a des personnages complotistes. Et donc, au milieu de tout ça, de temps en temps, il y a un personnage qui aperçoit une soucoupe volante, et ça correspond totalement à la frénésie qu'il y a pu y avoir autour des ovnis à une certaine époque. Mais voilà, c'est juste ça, en fait. C'est juste une petite touche qui apparaît de temps en temps et qui est résolue de manière assez brillante. Et moi, je me souviens que j'avais adoré ça. Bon, on a fait une saison entière sur Twin Peaks. Donc, clairement, j'adore ce genre de petits éléments absurdes qui ne trouvent pas vraiment de réponse, mais qui te font bien marrer. C'est marrant parce que moi, c'est vraiment le truc qui me parle le moins, en fait. Ah ouais. Alors que, en fait, j'aime bien parce que ça fait partie de l'univers Fargo, donc ça me va. Mais là, par exemple, dans la saison 5, quand ils ont fait leur flashback, donc on va en parler, il y a un personnage qui, en fait, est un mangeur de péché.
et qui a 600 ans. Et là, quand ils ont fait ce flashback, j'étais oh non. Enfin, vraiment. Après, maintenant, j'ai bien aimé au final, mais c'est pas l'aspect de Fargo qui me parle le plus mais c'est pas surprenant en fait. Ça correspond aussi à nos sensibilités respectives, quoi. Je dirais qu'il y a un autre ingrédient vraiment très important et qui est un truc qu'on a pu critiquer dans d'autres séries, mais là, jamais je le ferai pour celle-là, c'est le casting de Maboul. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à chaque saison, c'est pas que les 2-3 rôles principaux qui sont des énormes stars et d'excellents acteurs, c'est vraiment tous les rôles. On a quand même eu ceux qu'on a déjà cités, mais aussi Ewan McGregor, on a eu Jean Smart, on a eu Ted Danson, Nick Offerman, Chris Rock, Kieran Culkin, qui n'était pas encore la star qu'il est devenu avec Succession, mais c'est vraiment en fait de Ben A à Whishaw. Z. Ben Whishaw, c'est vraiment de A à Z un casting exceptionnel. Et Carrie Coon aussi, non? Et Carrie Coon, ouais. Bah justement, on va se concentrer sur la saison 5. Si vous n'avez pas vu la saison 5 et ne voulez pas être spoilé, on va spoiler à gogo. La saison 5, Anaïs, est-ce que tu peux résumer l'intrigue en 30 secondes, comme on fait dans Amis, on l'importe cette tradition? Oui, alors comme à chaque fois, il y a plein de fils différents et d'intrigues qui ne semblent pas forcément connectés, mais qui vont l'être à la fin. Mais le plus simple, c'est d'expliquer que c'est sur une mère au foyer, qui est jouée par Juno Temple, qui semble être la parfaite épouse du Minnesota, qui est toute menue et inoffensive, mais qui en fait est poursuivie. Elle est kidnappée et on se rend compte qu'elle est connectée à un homme très malveillant qui est joué par John Hamm. Et donc, son kidnapping au tout début de la saison va entraîner plein d'événements qui vont attirer évidemment les policiers et aussi sa belle-mère qui, elle, est une figure très puissante puisqu'elle est PDG d'une entreprise de recouvrement de dettes et le mari de Juno Temple, lui, il travaille pour un concessionnaire automobile, ce qui est aussi un clin d'œil à Fargo, le film. Bonne pub pour Kia, quand même. Ouais, tout à fait. Et on va en reparler, mais la grosse thématique de cette saison, c'est les violences domestiques. Les violences domestiques et aussi l'Amérique post-Trump, quoi. Et post-MeToo aussi, c'est-à-dire que c'est la première saison dont l'action se situe dans une ère post-MeToo aussi. Elle se fait kidnapper, il faut préciser, parce que en fait, la scène d'ouverture, elle est à une réunion de l'association des parents d'élèves. Et tout le monde commence à se taper dessus. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça a déraillé. Et donc, elle essaie de s'enfuir avec sa fille alors qu'ils sont tous en train de se taper dessus. Et en essayant de la protéger, elle envoie du gaz lacrymo sur un policier. Et elle se fait arrêter à ce moment-là. Et donc, ses empreintes sont prises et elle est déclenchée dans le dossier. Et c'est comme ça que son ex, joué par John Hamm, qui est un shérif et donc qui est une autorité qui a accès à ses fichiers, voit qu'elle est toujours en vie et voit surtout où elle habite et vient la chercher, quoi. Envoie des hommes de main. Comme toujours dans Fargo, le casting est très impressionnant. Là, tu l'as dit, on a Juno Temple qui joue donc Dorothy. Juno Temple qui jouait dans Ted Lasso. On a John Hamm, donc Don Draper de Mad Men qui joue son ex-mari, Roy, qui est une enflure incroyable dans cette saison. Et on a aussi Jennifer Jason Leigh qui joue sa belle-mère. McQueen. Tu l'adores? Ouais. Et il y a aussi Lamorne Morris qui était dans New Girl et que moi j'adore. Et du coup, en plus, Winston, c'est ça? Ouais, Winston dans New Girl. Ouais. Qui a la tête la plus sympa du monde et ils l'ont très bien exploité dans cette saison. Exactement. On va faire un tour d'horizon des personnages parce que c'est un peu la meilleure façon de raconter l'histoire aussi, je pense. Oui. Donc on commence avec Dorothy, Dot, qui a un autre nom, puisque dans son ancienne vie, elle s'appelait Nadine. Nadine, voilà, exactement. J'ai mis que c'était une sorte de MacGyver au foyer. Comment tu la décrirais ? Juno Temple, c'est une actrice qui est toute menue, qui a une voix toute fluette et qui a donc souvent joué des rôles qui faisaient appel à ça, à ce genre de physicalité. Avec des grands yeux un peu innocents aussi. Et on comprend assez rapidement dans le premier épisode, quand elle est kidnappée, déjà lors de son arrestation dans la séquence d'ouverture et ensuite quand elle est kidnappée, qu'elle a beaucoup de ressources, qu'elle est très débrouillarde, effectivement. Alors c'est MacGyver, c'est aussi Sydney Bristow, un petit peu. Ouais. Elle sait très bien se défendre, elle sait se battre. Alors elle fait pas du karaté, mais elle sait quand même donner 2-3 bons coups quand il le faut. Et effectivement, elle ne manque jamais d'idées pour se défendre. Donc elle va utiliser tout ce qu'elle a à sa portée, les aiguilles à tricoter, des
des ciseaux, du gaz, d'un briquet, tout ce qu'elle peut, des glaçons, pour créer des pièges et essayer de mettre en échec ses ennemis. Il y a des moments, ça m'a fait penser à Maman, j'ai raté l'avion. Et vraiment, j'ai adoré parce que, tu sais, en fait, je crois que c'est le 2e ou le 3e épisode, le 2e, je crois, elle s'est libérée, en fait, quand elle a été kidnappée. Oui, parce qu'elle est kidnappée à de nombreuses reprises Oui, dans voilà, cette c'est série. ça. Quand elle revient chez elle, après, elle bâtit une sorte de forteresse avec juste en cassant des ampoules et des choses comme ça. Et elle utilise sa fille pour l'aider. Elle lui dit, on va faire des travaux pratiques, ça va être super. Et ensemble, elles font plein de booby-traps dans toute la maison. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser vraiment à Maman, j'ai raté l'avion, le côté un peu débrouillard qui utilise des astuces pour se défendre et pour bâtir des mécanismes de défense partout dans la maison. Après, il y a un côté... Il faut un peu suspendre son incrédulité parce qu'au final, on nous explique jamais comment elle a acquis de telles... On comprend que c'est une survivante, donc il y a ça, forcément. Mais elle a des capacités qui sont hors normes, quand même. Mais comme Fargo s'éloigne assez souvent de tout réalisme, c'est vrai que ça m'a pas choquée parce que c'est assez jouissif et je trouve que... Elle tombe pas dans un cliché trop facile de meuf badass. Justement, on comprend qu'elle a aussi beaucoup de traumatismes. C'est marrant parce que toi, tu as fait la connexion avec Maman, j'ai raté l'avion. Pour moi, c'est un des meilleurs aspects de cette saison, c'est que c'est du home invasion. Moi, ça m'a fait penser à Your Next, en fait. Ah oui, oui. Ça me fait penser à ce personnage de Erin dans Your Next qui, pareil, joue la petite amie un peu innocente. Et au moment où la famille se retrouve en danger, elle crée des pièges partout. D'ailleurs, il y en a qui sont littéralement les mêmes que dans Your Next. Your Next, qui est un film d'horreur, il faut préciser, dont on avait parlé dans Ami. Et elle, c'est parce que dans le film, elle a grandi dans un camp survivaliste avec ses parents quand elle était jeune et donc elle a appris plein de techniques. Moi, ma théorie en ce qui concerne Nadine / Dorothy, c'est qu'en fait, elle a aussi un peu grandi dans un camp survivaliste puisqu'on va en reparler, mais l'endroit dont elle s'est échappée, où il y avait le personnage de John Hamm, c'est un endroit qui met beaucoup l'accent justement sur l'autodéfense. Et d'ailleurs, c'est une thématique qui est récurrente à travers la série puisque la belle-mère, elle aussi, elle insiste pour qu'ils prennent des photos pour leur carte de Noël en tenant des flingues à la main. Et donc, cette thématique très américaine, en fait, de l'autodéfense et de on a besoin d'armes pour se protéger, etc., est déclinée sous plein de formes différentes à travers plusieurs personnages, certains beaucoup plus menaçants que d'autres. Mais donc, ça me surprendrait pas qu'elle, en fait, dans ce ranch de mecs un peu survivalistes, on fait notre propre loi et on n'a pas besoin du gouvernement pour nous dire quoi faire et on se prépare à une guerre si jamais on venait nous chercher un jour, qu'elle ait appris quelques techniques à ce moment-là. Et on comprend aussi qu'elle a subi des violences et que donc elle a peut-être dû apprendre à se défendre d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Et on comprend aussi qu'avant d'être sur ce ranch, elle vivait en piquant dans les magasins ou des choses comme ça. Elle était à moitié à la rue, donc elle a eu une éducation vraiment à la dure dans la vraie vie, quoi. Elle est débrouillarde et elle a fait l'école de la rue. Exactement, comme Léa Seydoux. Tu parlais tout à l'heure du fait que Fargo s'éloigne de la réalité. C'est un bon moment pour parler du fait que chaque épisode commence par d'après une histoire vraie, ce qui n'est pas vrai. C'est parfois inspiré, ils utilisent des touches de faits divers ou des choses comme ça. Mais c'était les frères Cohen qui avaient mis ça au début de leur film et c'était un hommage aux histoires de true crime. Mais l'histoire n'est pas vraie. Oui, non, absolument pas. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien vraiment le savoir. Clair. À chaque fois, ils disent l'histoire est vraie, mais les noms étaient échangés pour préserver l'identité. C'est toujours assez marrant. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent croire que c'est vraiment vrai. Donc Dot, elle est en fuite depuis des années. Au moment où on la rencontre, elle est mariée à un homme très gentil, un peu mollasson, mais très gentil. Elle a une fille. Mais elle a son ex-mari qui s'appelle Roy, légalement qui est toujours son mari, parce qu'ils n'ont jamais divorcé, qui est joué par John Hamm, qui était l'homme le plus séduisant possible dans Mad Men et qui là est vraiment assez rebutant, quoi. Bah, c'est là qu'on voit toute sa gamme d'acteurs et d'ailleurs il a été nommé à plusieurs cérémonies de remise de prix, il me semble, notamment aux Golden Globes pour son rôle dans cette saison 5 parce qu'il est absolument répugnant. Moi, il y a vraiment eu quelques semaines après avoir visionné cette saison où j'avais des frissons d'angoisse en pensant à lui, alors que oui, c'est un sex symbole depuis Mad Men, même si son personnage peut être antipathique dans Mad Men, il a toujours été très séduisant. Et là, il est absolument ignoble, il est monstrueux, c'est un des personnages les moins nuancés d'ailleurs de la série, parce qu'il a vraiment aucune qualité rédemptrice. Et il est terrifiant, vraiment terrifiant. Et c'est un personnage, donc il est shérif, mais c'est un constitutional shérif, donc un shérif constitutionnel. C'est une mouvance en fait de shérifs qui existe depuis plusieurs années, qui sont assez proches aussi des mouvements justement pro-Trump qui étaient dans la prise du Capitole le 6 janvier. Cette mouvance en fait, d'ailleurs à un moment ils le disent, ils rencontrent des agents du FBI qui disent « Ah, vous êtes l'un de ceux-là ». Ce en quoi ils croient, c'est que l'autorité du shérif
shérif devrait précéder celle de l'État. Et donc, on le voit, lui, il est vraiment dans ce délire-là, dans son ranch. Il fait sa loi, en fait. Il est vraiment dans une réalité du 19e siècle où il est le shérif du coin et c'est lui qui décide ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est bon et ce qui ne l'est pas n'est pas basé sur la loi, mais est basé sur ce que Roy Tillman considère être bon ou pas. Il se base soi-disant sur la Bible, mais en réalité, c'est juste une façon d'asseoir son pouvoir, quoi. Oui, c'est son idéologie personnelle et il répète tout le temps que la loi, c'est lui. Et c'est vrai que la scène dans laquelle on le découvre est assez phénoménale et glaçante. Il est en train de faire la leçon à un couple. L'homme a été accusé de violence conjugale et en fait, il lui explique que c'est vraiment pas bien du tout, les violences conjugales. Sauf si c'est à des fins éducatives. Mais là, il explique à cet homme que on ne doit surtout pas y prendre du plaisir. Par contre, tu peux tout à fait corriger ta femme si c'est pour l'éduquer. Et donc, il y a un côté très pervers parce que, en plus, dans cette saison qui est très féministe, en fait, et qui brasse beaucoup de thèmes féministes, ça commence avec John Hamm qui défend l'épouse qui est victime de violences conjugales. Mais quand on comprend la manière dont il la défend et pourquoi il la défend, c'est abominable. Et après, on découvre que lui, en plus, est un homme abusif, extrêmement abusif. En fait, il est assez... ce que je trouve très réussi dans la série, c'est que c'est grandiloquent et divertissant, mais sans jamais prendre à la légère les violences dont lui est coupable. Et la manière dont il traite son fils, sa femme ou Dorothy est absolument atroce. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun divertissement là-dedans. Mais c'est un personnage haut en couleur. Oui. Honnêtement, la scène avec le couple est divertissante. Moi, ça m'a fait rire, mais c'est un rire noir, tu vois. Mais voilà, pas aux dépens de la victime et sans jamais qu'on pense que les scénaristes ne comprennent pas les enjeux et la lourdeur de ces enjeux-là. Oui. Et il y a plein d'autres moments, d'ailleurs, où il est atroce. Et il y en a un où il tue quelqu'un, d'ailleurs. Oui, il tue le mec, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il finit après, dans une autre scène, par tuer ce mec-là, en lui disant, bon, je t'ai déjà prévenu une fois, mais là, c'est bon. Et ça l'arrange bien pour ses petites magouilles. Et pareil, c'est divertissant parce qu'il y a ce côté graphique de la violence qu'on trouve souvent chez les frères Cohen. Mais en même temps, c'est un personnage qui est absolument affreux et il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un plan séquence qui est incroyable où John Hamm est vraiment remarquable. Il a été humilié publiquement par l'avocat en fait de la belle-mère de Dorothy qui est milliardaire et qui lui fait un coup génial, c'est-à-dire que l'avocat trouve 3 mecs qui ont des dettes. C'est très pratique d'être dans le recouvrement de dettes. Tu peux trouver plein de gens qui vont t'aider. Et en fait, il les convainc en échange de voir leurs dettes complètement effacées, de changer leur nom pour prendre le nom Roy Tillman et de se présenter à l'élection du shérif en s'habillant exactement comme lui, ce qui fait que quand Roy vient au débat pour l'élection du shérif, parce que les shérifs sont élus aux États-Unis, il se retrouve face à 3 sosies qui ne font que répéter ce qu'il dit et tout ça. Donc c'est une scène qui est très humiliante pour lui, très drôle pour tout le reste de la planète. Et donc quand il rentre de ça, on sent qu'il bouillonne d'humiliation et de haine et de rage, quoi. Et à ce moment-là, Dorothy est captive chez lui, elle est dans une cabane. Et en fait, là, il y a un plan séquence où il sort de la voiture. C'est un long plan séquence qui dure plusieurs minutes sur le visage de John Hamm, avec en fond une reprise de Toxic de Britney Spears. Et c'est juste un plan où on voit en fait la rage monter dans le visage de John Hamm. Il est incroyable dans cette scène. Et on sait, on n'a même pas besoin qu'on nous explique, on sait exactement où il va et ce qui va se passer en fait. Il a envie de passer ses nerfs sur Dorothy. Et c'est glaçant comme scène. Et là vraiment, quand j'ai vu John Hamm là-dedans, je pense que ça va être difficile de revoir Mad Men, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a aussi, comme dans toutes les saisons, des figures policières qui, comme dans toutes les saisons, sont assez sympathiques. On a Indira, qui est jouée par Richa Manjani et qui est une jeune femme, pour le coup, très endettée aussi, à cause de son loser de mari, qui est joué par Lucas Cage, qui était dans The White Lotus et qui était aussi devenu très connu pour avoir surpris la conversation d'un directeur de casting par Zoom où le directeur de casting se foutait de la gueule de son appartement derrière et tout ça. C'est un peu comme ça qu'il est devenu très connu, mais depuis il a fait plein de séries, plein de films. Et donc là il joue son mari qui essaie d'être golfeur professionnel. Oui, mais qui n'a visiblement pas ce qu'il faut pour exactement, pour réussir, pour atteindre ce but.
Puis c'est vraiment le mari loser qui se repose entièrement sur elle et qui d'ailleurs est exécrable avec elle. Il la trompe aussi accessoirement. Ouais, puis il lui fait un monologue pour lui dire qu'elle doit être une meilleure femme, une meilleure Oui, voilà, athlète. il exige en fait d'elle qu'elle soit déjà qu'elle est en train de le soutenir de manière vraiment très sympa. Il estime qu'elle devrait en faire encore plus, qu'il veut avoir des bons petits plats, qu'elle le suce le soir, et alors qu'en plus il la trompe quoi. Vraiment pas un mec très cool. Ouais. Bon, Indira, elle est assez admirable. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur elle, sauf qu'elle est gentille et que ça va être un agent positif, en tout cas dans la vie de Dorothy. Et surtout, elle va faire un peu le lien entre Dorothy et sa belle-mère, quoi. Et ensuite, on a Whit, on en parlait tout à l'heure, qui est joué par la mort de Maurice. Whitfar. C'est quand même très drôle comme nom. Mais ils sont très bons dans cette série, et comme les frères Cohen d'ailleurs, pour avoir des noms qui roulent sur la langue de manière délicieuse. Qui lui est juste gentil, quoi. Enfin, c'est vraiment un mec bien et qui va faire des choses bien et qui va mal finir, le pauvre. Oui, et en fait, comme souvent avec les personnages de flics de cette série, il est compétent, mais c'est pas non plus une espèce de flic miracle qui est brillant. Jamais, ouais. C'est un flic de petite ville qui se retrouve totalement dépassé par ce qui est en train de se passer parce qu'il n'a pas l'habitude d'enquêter sur des multiples meurtres tous les 3 jours. Et il se retrouve dans la fusillade qui a lieu dans le premier épisode. Dorothy lui sauve la vie. Il est impressionné par ses talents de combattante. Et ensuite, il va essayer de la retrouver et notamment comprendre qu'elle est victime de violence et essayer de la sauver à la fin. Et oui, c'est vraiment une des figures les plus sympathiques de la saison. Et c'est aussi un des personnages auxquels on s'identifie le plus parce qu'il est normal, en fait. Comme Indira, c'est un peu ceux qui arrivent avec les yeux grands écarquillés, qui comprennent pas ce qui se passe, alors que tous les autres, c'est quand même un peu des grands fous. En parlant de grands fous, on a Gator, donc son nom, ça veut dire c'est alligator, quoi. C'est le fils de Roy, qui est joué par Joe Keery, qui jouait dans Stranger Things et qui a l'habitude de jouer en fait des connards dont on découvre un peu un aspect plus attendrissant. Bon, là, pas forcément attendrissant dans le cas de Gator, mais en tout cas assez pitoyable, où on se sent quand même désolé pour lui à la fin, parce qu'on comprend qu'il a été victime aussi de la violence de son père, quoi. Oui, c'est ça, et il a quand même une belle rédemption, et on voit tout au fil de la série la violence que son père exerce sur lui, et y compris une violence psychologique, et d'ailleurs, tous les hommes de la famille s'appellent Roy, et lui, il y a une scène horrible où on découvre qu'il a décidé de l'appeler comme ça, parce qu'il a estimé qu'il ne méritait même pas de porter le nom familial. Donc son père le méprise ouvertement et spoiler, c'est lui qui va permettre l'arrestation de son père à la fin en le trahissant. Donc on est quand même très content qu'il ait retourné sa veste et il se montre un petit peu plus attendrissant quand même à la fin. Moi je trouve que c'est très réussi parce qu'il est absolument atroce au début. En plus avec ce côté gamin qui n'a pas vraiment grandi, où c'est un adulte mais il veut toujours prouver à son père qu'il mérite un petit peu de considération. Donc il y a un côté très agaçant là-dedans et vers la fin c'est très réussi. Surtout, on comprend qu'il a été témoin des abus qu'a subi sa mère pendant des années. Sa mère qui a été tuée au final par son père, et il le sait très bien. Et le pauvre, il a les 2 yeux crevés quand même, donc il paye un prix assez cher. Il y a 2 personnages, moi, qui sont très, pour le coup, très Fargo, mais par lesquels j'étais un peu plus désarçonnée, disons. Déjà, il y a Lauren Lyon, qui est jouée par Jennifer Jason Leigh, et qui joue la belle-mère de Dorothy. Moi, j'avoue qu'en fait, ce qui m'a le plus dérangé chez elle, c'est son accent. J'ai pas compris son accent. Je sais pas d'où il sort, en fait. C'est Jennifer Jason Leigh, hein. Elle parle toujours un peu comme ça, en fait. En fait, c'est étrange parce que tu es dans un univers où justement c'est un accent du Minnesota et là, c'est pas un accent vraiment du Minnesota. Et je lisais, j'ai vu que j'étais pas la seule à être sur Vulture. Ils étaient tout le temps en train de se demander ce qu'elle essayait de faire en fait. Mais ça fait partie du personnage aussi parce qu'au final, c'est un personnage qui a une façade très très froide et glaciale, et dont on va découvrir au fur et à mesure du temps qu'en fait, elle peut s'attendrir sur certaines personnes, surtout quand elle les estime, en fait. Cette actrice, elle a quand même une manière de laisser traîner les mots et d'avaler beaucoup les mots. Elle marmonne beaucoup. Mais par exemple, le personnage de John Hamm non plus, il n'a pas trop l'accent local. Je trouve que ça fonctionne bien avec ces personnages-là, justement, parce qu'on comprend qu'ils ne viennent pas de cet univers gentil et que donc, ils n'ont pas non plus cette manière de parler. Moi, je l'adore. C'est vrai qu'elle est aussi très antipathique au début, mais je trouve que la série réussit très bien son écriture et l'actrice est aussi vraiment géniale. Là aussi, ça renvoie à l'intrigue du film. En fait, elle ne s'entend pas du tout avec sa belle-fille, avec Dorothy. Elle pense qu'elle ne mérite pas, en fait, d'appartenir à leur famille, puisque elle est très, très riche et très snob. Et pour le coup, elle appartient plutôt au cliché de la femme badass, ou en tout cas très froide, qui a des principes virilistes. Et elle pense que Dorothy a simulé son propre kidnapping pour les faire chanter et pour avoir de l'argent.
What are you saying? I'm saying I don't trust you. You're up to something, and I won't have you dragging my son down. So, best you make excuses, you go back to wherever it is you were before you met. If you go easy, I could even see my way to staking you for the first 2 years. Listen, bitch. I've climbed through 6 kinds of hell to get where I am. And no Ivy League royal wannabe is gonna run me off just because she doesn't like the way I smell. If you want to tussle with me, you better sleep with both eyes open. Et elle va comprendre au fil de la saison ce qui est arrivé à Dorothy dans sa vie précédente et les abus dont elle a été victime. Et ça va l'attendrir un petit peu. Et je trouve que c'est très bien fait, en fait, la manière dont elle décide de développer une solidarité féminine avec elle, alors qu'elle garde quand même des principes qui sont plutôt républicains. Hein. C'est clairement, enfin, en tout cas, elle est codée républicaine. Ah oui, bah c'est clair. Hein. Voilà, avec les flingues et les grosses fourrures. Et elle va s'attendrir un petit peu sans jamais trahir le personnage et devenir quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle n'est pas du tout sensible, mais elle va être impressionnée par la force de caractère de Dorothy. En fait, moi, mon problème avec ce personnage à l'origine, c'est que je l'ai trouvé caricatural. C'est-à-dire, dans les premiers épisodes, je trouvais que c'était vraiment unidimensionnel et trop, quoi. Mais vu son évolution dans la série, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait justement avec ce personnage. Et c'est une saison qui est vraiment, c'est un mot qui est devenu très galvaudé, mais là pour le coup, on le ressent énormément sur la sororité en fait, et sur la solidarité entre les femmes. Et c'est vraiment très 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 fort dans cette saison. Et on le ressent vraiment à travers cette relation qui au début a un peu un cliché de la belle-mère qui peut pas supporter sa belle-fille et tout ça. Mais il y a quelque chose de, elle reconnaît en Dorothy une alter ego aussi. Enfin, quelqu'un qui a une force de caractère et qui a vécu des choses horribles. Et elle devient très protectrice d'elle jusqu'à la fin. Et ça, je trouve ça très beau, en fait, comme décision et comme parti pris de la série. If I don't make it back, Quiet now. No daughter of mine is going down on the 1-yard line. So put your big girl pants on and get in the fight. You hear me? thank you. Oui, c'est ça. Moi, leur espèce de réconciliation à la fin m'a beaucoup émue. Et puis, ça renvoie au personnage de Jean Smart dans la saison 2, qui était la matriarche d'une famille de mafieux du Dakota du Nord, qui, en fait, était totalement sous-estimée par toute sa famille parce que c'était une femme, alors que c'était clairement la plus compétente, qui reprend l'affaire quand son mari est victime d'une crise cardiaque. Et dans la saison 2, ils sont tout le temps en train de dire « Ouais, elle est vraiment coriace, hein, mais bon, c'est une fille. » Et c'est même pas c'est une femme, c'est une fille, alors que c'est Jean Smart qui a la soixantaine. Et là, ce personnage de Lorraine, il me rappelle énormément l'autre personnage, c'est-à-dire que c'est pas des femmes qui sont du tout pour la cause des femmes, mais elles évoluent dans un milieu très masculin et donc elles savent quand même ce que c'est d'être toute seule dans ce milieu-là et de devoir se battre un petit peu. Et donc on comprend, oui, qu'elle finit par développer une certaine affection pour Dorothy et pour Indira qu'elle va embaucher. Et moi, je l'ai bien aimée aussi parce que c'est vrai qu'elle en fait des caisses par rapport aux autres. Et Jennifer Jason Leigh, de toute façon, c'est souvent pour ça qu'on l'embauche. Et elle n'est pas trop présente dans la série. Donc je trouve que c'est bien dosé parce qu'en fait, elle vient juste pour donner des petites remarques assassines et pour faire le show. C'est-à-dire qu'elle bouffe tout dans la scène, elle surjoue tout, mais c'est très divertissant. Et l'autre personnage dont je voulais parler, c'est Olmunch. Non. C'est Oula Munk. Oula Munk, désolé. Il lui demande à un moment et il dit Oula Munk. Oula Munk, qui vient du Pays de Galles, mais il y a 600 ans. Il vient de très loin, je pense. Il vient de très loin. En gros, ce qu'on comprend de Oula Munk, en fait, c'est surprenant parce que c'est un tueur à gages qui est embauché par Roy pour justement kidnapper et ramener Dorothy. Sauf que Dorothy se défend, c'est un tigre, une tigresse, comme dirait Oula Munk. Et donc, après, Oula Munk, il est pas content. Il va voir Roy, et là, il développe une querelle avec Roy, où il va se venger. Sa priorité, plutôt que de s'attaquer à Dorothy, ça va vraiment être de se venger de Roy, de son clan, quoi. Parce qu'il a un code d'honneur, il faut dire. Et il est très spécifique sur à qui il s'en prend ou pas. Et d'ailleurs, il va développer toute une amitié avec une vieille dame. Une amitié, ouais, j'ai une façon de le dire. Une vieille dame qui le séquestre
très. Il arrive chez elle, il dit je vis ici maintenant. C'est ça, mais on comprend que voilà, contrairement à plein d'autres meurtriers qui n'ont aucun honneur dans la série et dans cette saison, lui, il va se prendre vraiment d'affection pour cette vieille dame et être complètement bouleversé quand quelqu'un d'autre s'en prend à elle. Et il va aussi développer beaucoup de respect et d'admiration et d'affection pour Dorothy. Il y a une scène en fait de flashback où on découvre l'origine d'Ola Munk, de sa coupe de cheveux. Il a la même coupe de cheveux en fait que le personnage de Javier Bardem dans No Country for Old Men, donc c'est clairement un clin d'œil à ça, quoi. Ouais, moins clean quand même. Oui. Tu sens qu'elle mériterait un petit taux de passage à Franck Provost quand même pour égaliser tout ça, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu... C'est vrai. Bon, tu sens qu'il se les coupe lui-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ça ressemble aux franges que je me faisais moi-même au collège. Et donc, Ola Munk, en fait, on le découvre, il est en train de manger des plats sur des cadavres, entouré de gens qui le regardent. Donc, c'est au Pays de Galles il y a 600 ans, donc il y a fort longtemps. En fait, c'était une tradition qui s'appelait c'est des mangeurs de péché, c'est-à-dire que quand quelqu'un était mort, on payait quelqu'un pour manger de la nourriture sur son corps. Et la personne était censée absorber comme ça les péchés du mort. Donc, Ola Munk, on comprend qu'il a souffert de la faim. Ça, c'est ce qu'il raconte dans la toute dernière scène de la saison. Il a tellement souffert de la faim qu'il a accepté de faire ça. Donc, depuis, il est maudit. Il se considère en tout cas comme maudit. Et il ne vieillit pas, il ne meurt pas. Et ça fait 600 ans qu'il erre sur la planète, et depuis quelques centaines d'années aux États-Unis. Et qu'il est un tueur à gages avec son propre code d'honneur, mais avec aucun lien humain, quoi. Oui, on n'a pas précisé aussi, parmi toutes les thématiques récurrentes de Fargo, la série, c'est de saison en saison, c'est la religion, notamment la religion chrétienne. Il y a tout le temps des citations de la Bible et une dimension biblique ou religieuse dans certains des crimes ou chez certains personnages. Et là, c'est l'expression la plus littérale de ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui semble être sorti de la Bible, qui, comme tu dis, mange les péchés, et qui est la dimension surnaturelle de cette saison. Moi, je pense que c'est toujours une question de dosage, comme avec Lorraine. Et pour le coup, je trouve que c'est mal dosé dans cette saison, c'est-à-dire qu'il est un peu trop présent. Ouais, je suis d'accord. Et on a besoin, pour que ce personnage fonctionne, qu'il reste mystérieux. Donc, j'aime bien, en fait, l'idée du flashback, parce que je trouve ça fascinant de découvrir ça sur lui. Mais il passe beaucoup de temps sur lui. On sent, en fait, que le créateur est aussi tombé complètement amoureux de cet acteur, qui est incroyable, qui est vraiment hyper impressionnant. C'est Sam Spruell, qui est un acteur britannique très connu pour jouer les méchants. Oui, parce qu'il a un visage il a la gueule de l'empereur. fascinant. Il joue le personnage très très bien et il y a un côté mythologique qui est captivant avec lui. Mais donc on sent qu'ils se sont un petit peu trop fait plaisir et qu'ils n'ont pas su garder assez de mystère l'entourant. C'est une saison qui baigne dans deux très grosses thématiques. La première, c'est l'Amérique, même si la saison se situe en vrai en 2019, mais bon, donc c'est une Amérique trumpiste. Il y a des petites références à Trump dans certains dialogues, mais on sent que ça a été écrit après le 6 janvier. Il y a vraiment, et après l'attaque du Capitole, il y a vraiment cette notion de groupuscule armé et parfois élu et reconnu de façon officielle, mais qui se retourne contre l'État et qui refuse l'autorité fédérale et l'autorité du gouvernement. Et là, en l'occurrence, c'est Roy qui représente ça, donc qui veut faire sa propre loi. Et la série culmine à la fin dans une scène de confrontation entre lui et le FBI. Il est retranché dans son ranch avec, ce qui est très marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est horrible, mais il a une chaîne YouTube, évidemment. Et il en appelle à tous ses compatriotes et ses patriotes surtout, à venir l'aider à affronter le FBI. Et donc... Et il n'y a pas un truc où genre il a 90 vues ou un truc comme ça, enfin, c'est un peu ridicule, mais... Il y a quand même une histoire très riche aux États-Unis de groupuscules parfois sectaires ou souvent survivalistes qui se confrontent au FBI en général. Il y a un super livre qui s'appelle Educated, je crois en français c'est Éduqué, c'est les mémoires d'une femme qui a grandi dans un milieu survivaliste et elle parle beaucoup de ça. C'est passionnant. Mais là, il y a vraiment toute cette imagerie qui est très présente et on sent vraiment, Fargo l'avait jamais autant fait de façon aussi évidente, on sent qu'on est vraiment dans une Amérique post-Trump à ce moment-là, quoi. Oui, mais en fait, la chaîne YouTube, ça fait évidemment référence à toutes les figures d'extrême droite qui ont été popularisées sur YouTube aux États-Unis à cette même époque. Et oui, la fusillade de Waco au Texas, qui avait fait de très nombreux dégâts et plusieurs victimes, un autre affrontement entre le FBI et un groupuscule qui a dégénéré. En 93. Et oui, là, en fait, la politique américaine et ses dérives, c'est toujours quelque chose de très présent dans la série. Mais là,
là, c'est très proche de nous en plus, parce que l'autre, enfin pour moi, la plus politique, c'était justement la saison 2 qui parlait beaucoup du Watergate et du complotisme présent à l'époque. Mais là, c'est une nouvelle figure du complotisme. Bah, justement, le complotiste dans la saison 2, il est joué par Nick Offerman, et c'est une figure plutôt sympathique, qui est, en fait, on se moque de lui parce qu'il pense qu'il y a eu un complot contre Kennedy, etc. Là, ils sont plus du tout drôles. Ils sont extrêmement menaçants. Oui, t'as vraiment la sensation d'état dans l'état, en fait, qui est très, très flippante, mais qui est aussi très réelle aux États-Unis à l'heure qu'il est. Ouais. Et l'autre gros thème, tu le disais tout à l'heure, c'est le thème des violences conjugales. À travers le personnage de Dorothy, mais pas que. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un épisode surtout, c'est l'épisode 7, où en fait, Dorothy est sur la route, elle veut aller confronter Roy, elle veut se débarrasser de lui, parce qu'elle sait très bien que sinon ça va rester une menace. Alors, quand on regarde l'épisode, on a l'impression qu'elle elle a retrouvé en fait une carte postale qu'elle avait cachée, qui lui avait été envoyée par Linda, la première femme de Roy, à qui elle en veut beaucoup parce qu'elle a l'impression que Linda en fait l'a poussée dans les bras de Roy pour elle-même pouvoir s'échapper, parce qu'elle était battue aussi par Roy. Et cette carte postale était envoyée d'un endroit qui s'appelle le camp Utopia. Et en fait, sur le chemin en route, elle tombe sur ce camp. Donc, elle y arrive et il se trouve que c'est comme une colo. Oui, une communauté de survivantes. Voilà, où toutes les femmes s'appellent Linda. Elles ont toutes adopté ce prénom et elles sont toutes survivantes de violences conjugales. Oui, et en fait, on découvre que c'est une hallucination. Tout l'épisode nous laisse croire vraiment qu'elle est dans cet endroit qui est un peu absurde, mais comme c'est Fargo, on se pose pas trop de questions. Hein. Mais à la fin de l'épisode, en fait, elle se réveille, elle était au diner et elle se réveille face à ses pancakes. On comprend qu'elle s'était endormie et qu'elle avait eu une hallucination. Mais il y a une scène qui est très très marquante dans cet épisode, c'est qu'en fait on la force quand elle est dans le camp Utopia, quand elle confronte la Linda, la première femme de Roy, on lui dit il va falloir faire un procès, il faut que tu racontes ta version des faits en marionnette. Et donc elle bâtit sa propre marionnette et là en fait la série nous offre une séance de marionnettes qui raconte en fait l'histoire de Linda, Roy et Dorothy, qui à l'époque s'appelait Nadine, et sur l'histoire des abus en fait. Things were bad for Linda then. Bitch. Stupid bitch. But that's no excuse for what happened next. The next day, Roy said Linda had to go visit her sister, and that I was the woman of the house till she got back. You tell me she didn't know what was gonna happen. Saw you limping a little before. You okay? I just twisted my ankle a little. Here, let me see. Et moi, j'ai trouvé ça hyper fort comme séquence. Parce qu'on s'y attend pas du tout. J'ai trouvé ça intelligent, c'était bien fait. Il y a un côté très émouvant et beau et assez bouleversant en fait. C'est sa manière aussi d'exorciser ce que Linda lui a fait subir au final, parce que Linda, pour s'en sortir, l'a sacrifié, quoi. Et ça se finit par une scène de solidarité. Après qu'elle ait raconté son histoire, toutes les femmes la remercient d'avoir raconté cette histoire et Linda la remercie aussi et dit qu'elle va venir avec elle pour confronter Roy. T'as pensé quoi, toi, de cette séquence ? J'ai trouvé que la séquence était très réussie, forcément, parce que formellement, c'est aussi encore une prise de risque de raconter ça comme ça, et ça permet de mettre un petit peu à distance la violence extrême C'est ça, ouais. de ce qui est raconté. J'ai trouvé ça assez bouleversant de découvrir ce qui était arrivé à Dorothy. Je trouve que c'est écrit, en fait, de manière très, très juste, et je trouve ça... je pense qu'on peut se féliciter de voir qu'il y a de plus en plus de récits qui arrivent à capter toutes les nuances des violences conjugales, la difficulté que c'est de partir, les rivalités que ça crée entre justement différentes femmes, avec les enfants aussi de l'époux violent. Donc je trouve que ça a été écrit avec beaucoup de finesse. Après, l'épisode en lui-même, moi, m'a pas trop plu. Déjà, le procédé, en fait, c'était juste un rêve... Je le trouve un peu pénible. C'est un frein dans l'action. Mais j'ai souvent un problème en fait avec les épisodes one-off qui sont de plus en plus fréquents dans les séries et qui permettent d'interrompre un petit peu ce qui se passe pour nous donner plus de contexte sur un personnage. Après, là, l'action se poursuit. Il y a d'autres personnages qui ont des histoires dans cet épisode. Oui, mais cet aspect-là de l'épisode m'a rebuté en fait. En revoyant la saison, c'est un épisode que je zapperai parce qu'il m'a pas plu. Je trouve que c'est hyper fort de raconter ce qui est arrivé à Dorothy, mais j'ai trouvé
trouvé, bon, déjà, le personnage de Linda, qui est forcément une projection dont elle rêve, mais je l'ai trouvé très crispant. Et en fait, c'est totalement subjectif, mais j'aime pas trop ce procédé de communauté un peu sectaire. On en voit beaucoup à la télé en ce moment. Ça m'a rappelé Yellow Jackets, où il y a une séquence comme ça. Ça m'a rappelé Boys Afraid, qui était un film d'Ari Aster qui est sorti l'année dernière. C'est très oppressant, je trouve. Et du coup, un petit peu pénible à regarder. Je vois totalement ce que tu veux dire. Après, je trouve justement le côté rêve, moi aussi, je trouve ça un peu... Enfin, c'est un peu une arnaque. On se sent un peu arnaqué, en tout cas, quand on voit ça. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que ça se justifiait sur plusieurs aspects. Déjà parce que ça nous permet d'avoir son histoire à elle et de l'avoir, comme tu dis, parce que c'est pas juste des violences conjugales, c'est aussi du viol sur mineur. On comprend qu'elle a été violée dès l'âge de 15-16 ans par Roy, quand en fait, elle a été accueillie dans la famille et que Linda, en fait, est partie et a un peu laissé les choses se faire pour qu'il puisse s'en prendre à elle. Et donc, il y a des choses vraiment très, très, très dures dans ce qu'elle raconte. Et je trouve que le faire de cette manière-là était intelligente. Oui, complètement. Et permet en même temps de dire les choses, comme tu dis, de façon très juste. Et je trouve le côté communautaire, si ça avait vraiment été le cas, en fait, ça m'aurait dérangé, le côté sectaire et tout ça. Mais comme c'est une projection, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Parce qu'en fait, alors qu'elle est dans cette quête pour enfin en finir avec son bourreau, elle se projette dans un environnement qui peut être considéré comme oppressant, mais qui en même temps est très sécurisant, où c'est des femmes qui se sont coupées du monde, mais qui ne sont qu'entre elles, et qui se soutiennent, et qui essaient de progresser et de se sortir, en fait, de leur vie passée ensemble, quoi. Et il y a un côté, je trouve, qui est assez réconfortant là-dedans. Donc, et le fait que ce soit justement pas réel, mais que ce soit une projection de ce qu'elle voudrait, et aussi une projection du moment de réconciliation qu'elle a avec Linda, qui est sûrement un personnage, on comprend, envers lequel elle a eu énormément de colère. J'ai trouvé ça assez beau, quoi. Ouais, pour moi, le problème, c'est que comme on découvre à la fin que c'était qu'une projection, moi, je ressens surtout la même impatience qu'elle. C'est-à-dire qu'on a une temporalité quand même très ramassée sur la saison où tout ça se passe très vite. Et elle-même, elle est en fuite, elle est en cavale, elle s'est pas douchée depuis je sais pas combien de temps. Et là, on lui dit non, mais il faut que tu construises une marionnette et il faut que tu nous racontes l'histoire. C'est très important maintenant de faire un spectacle de marionnettes. Et elle-même dit non, mais attendez, là, je suis pressée, j'ai envie de revoir ma fille. Et puis il y a un mec à mes trousses qui veut me tuer, en fait. Donc c'est peut-être pas le moment de faire une marionnette. Et une fois qu'on découvre que tout ça, c'était un rêve, l'urgence, évidemment, elle est plus là. Mais moi, je l'ai ressenti pendant tout l'épisode où ça me frustrait autant que le personnage de me dire mais là, en fait, moi, j'ai besoin que l'action, elle avance. Et je comprends pas du tout pourquoi on est en train d'interrompre de manière aussi radicale le rythme pour qu'elle puisse confronter ses propres traumas. Et donc pour moi, ça, c'est quand même un défaut d'écriture parce que peut-être qu'en le revoyant du coup et en sachant que... Je savais que ça allait être... moi, j'ai pas été surprise, je le savais parce que je l'avais lu quelque part. Ah bah voilà. Donc, ouais. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait toute la différence. Et donc peut-être qu'en le revoyant aujourd'hui, je me dirais ah mais c'est super beau et tout parce que c'est une parenthèse dans le récit. Mais là, moi, j'étais plus préoccupée par le fait que Dorothy doit aller d'un point A à un point B et qu'il n'y a aucune raison à ce moment-là de la faire intégrer une communauté c'est marrant parce que moi je pensais que ça allait te plaire parce que ça m'a rappelé un peu The Leftovers, quoi. Dans quel sens ? Dans le sens, parenthèse justement, hors du temps et de la réalité pour pouvoir se confronter à certaines émotions. Tu vois ce que je veux dire ? Sur le principe, ça aurait pu me parler, mais vraiment dans l'exécution, il y a quelque chose qui m'a pas trop plu. Et ouais, pour moi, c'était un petit peu raté, mais par contre, la séquence où on découvre ce qu'elle a vécu avec Roy, évidemment, elle est très très réussie. Ouais. Faut qu'on parle de la fin. Le pauvre Whit, donc joué par Winston de New Girl, il meurt. C'est un peu le personnage sacrificiel, Ouais. C'est le plus gentil et il faut qu'il y ait un aspect de la fin qui soit un petit peu déchirant, c'est-à-dire que sinon l'histoire elle est résolue en fait et elle se résout de manière plutôt satisfaisante et donc il faut quand même qu'on nous prenne quelque chose. Donc on nous le prend lui. C'est un petit peu dommage parce qu'en plus c'est le seul personnage noir. C'est ça. Moi c'était un peu après je veux pas tout ramener à ça, enfin dans le sens où c'est aussi totalement, enfin je trouve que ça fonctionne dans l'histoire en fait. Oui, et il est bien écrit Voilà. et donc enfin pour moi la plus grande offense qu'on puisse faire en tant que scénariste, c'est justement desservir les personnages de minorité en les écrivant mal ou en estimant qu'ils ont pas de nuance. Lui, il est tout aussi bien écrit que tous les autres personnages, donc le fait qu'il meure, bon bah c'est dommage Mais c'est sûr qu'il est quand même là pour défendre et sauver Dorothy et que une fois qu'il a joué un peu ce rôle-là, il est sacrifié, donc il y a quelque chose d'assez déchirant là-dedans. Après, la série montre bien que c'est déchirant aussi. Il y a une scène qui est vraiment très belle où elle demande à la toute fin, quand elle a été sauvée, elle demande à le voir et elle dit « Where's my trooper ?» je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais.
et elle apprend qu'il est mort et on sent que ça la bouleverse vraiment. Je trouve que la série le traite avec énormément de dignité, donc c'est très beau, enfin la façon dont elle traite cette mort, mais ça m'a quand même fait un peu tiquer. Oui, et en plus, la mort de Whit est pas du tout une mort héroïque. Et je pense que c'est peut-être ça qui manquait aussi pour que ça passe vraiment à 100%. C'est une mort qui aurait du sens. Mais en même temps, ça appartient aussi à cet univers-là. C'est-à-dire que c'est une mort qui est vraiment bête. Enfin, ça serait en même temps un peu too much, hein, une mort héroïque, tu vois. Le fait qu'il meure, justement, c'est héroïque parce qu'il poursuit tout seul le grand méchant de cette saison. Mais justement, il essaie pas de faire des grands... il est réaliste, quoi. C'est un personnage, comme tu dis, on s'identifie à lui parce que c'est le plus terre-à-terre, quoi. Pour moi, le plus gros problème de la fin, parce que tout l'assaut final est génial, et en fait, toutes les séquences d'action de cette saison sont parmi les meilleures de la série, et elles sont vraiment excellentes. Ce qui m'a frustrée, c'est que donc l'assaut final et la résolution de tout ça passe assez vite, ça prend à peu près 20 minutes, et après, on arrive à 1 an plus tard, et là, on a une résolution qui est pas mal avec Roy en prison, qui se fait menacer par Lorraine, et on comprend on comprend qu'il va passer un sale quart d'heure en prison grâce à elle, parce qu'elle s'est mis tous les détenus dans la poche parce qu'ils sont endettés, etc. Donc ça, c'est très très bien fait. Mais ensuite, toute la fin, qui doit bien durer 20 minutes, c'est Oula Monk qui se pointe chez Dorothy, et qui lui dit qu'en fait, la dette n'a pas encore été payée, que certes, il l'a aidé à s'échapper, tout ça, mais qu'ils ont eu un affrontement tous les deux. Elle lui a coupé l'oreille au début de la saison. Et donc, il faut quand même régler cette dette, puisque c'est un homme d'honneur et un petit peu rigide sur les bords dans sa manière d'être. On sent qu'il a 600 ans, quoi. Et ça crée plein de moments de décalage, en fait, qui sont marrants, puisque y a le mari de Dorothy qui lui propose un soda pop. Et donc, on a cette figure un peu mythologique, très austère, tout vêtu de cuir, qui n'a jamais connu le sourire de sa vie, qui se retrouve dans une famille du Minnesota, qui est super sympa. Mais pour moi, ils font durer la séquence trop longtemps. C'est-à-dire qu'on a d'abord, ils se confrontent sur le canapé, ensuite, ils cuisinent ensemble, et ensuite, ils mangent ensemble, et ils racontent un peu des histoires de comment il est arrivé aux États-Unis. Et vraiment, là, on sent qu'ils n'ont pas voulu couper parce qu'ils avaient plein de matériel pour ce personnage et pour cette confrontation. Mais pour moi, ils auraient pu choisir une de ces 3 séquences. Je trouve que c'est trop. Et je trouve ça un peu simple aussi de finir la série sur lui, puisque la dernière image, c'est lui qui sourit avec ses dents toutes pourries parce qu'il a goûté un super petit pain qu'il a confectionné avec Dorothy. Et donc, c'est un peu, justement, avec toutes les divisions très violentes qu'il y a au sein des États-Unis à l'heure actuelle, lui, il lui suffit d'un petit pain chaud pour découvrir le bonheur. Je trouve ça un peu limite. Ouais, moi, ça m'a pas emballé. Après, j'ai lu, je crois que c'était dans Vulture, où il le défendait très bien, le côté un peu, justement, la vraie gentillesse peut exister et elle peut quand même faire... Enfin, il y a un message très optimiste qui est assez rare pour Fargo, justement. Ça, j'aime bien, le côté, justement, finir sur une note optimiste et tout ça, c'est surprenant, donc pourquoi pas. Mais moi, j'en avais un peu rien à faire, j'avais envie que ça se termine. Ouais, et surtout, on finit sur un personnage qui est un personnage anecdotique de la saison. Et moi, j'aurais préféré qu'on finisse sur Dorothy, en fait. Est-ce que cette saison est réussie pour toi ? Oui, comme je disais au début, pour moi, c'est sans doute la 2e meilleure saison de Fargo, et c'est celle que je reverrai avec le plus de plaisir, avec la saison 2. Moi aussi. Et toi ? Ouais, pareil. Est-ce que tu as une scène préférée ? Honnêtement, toutes les séquences d'action sont mémorables et génialement écrites et mises en scène et chorégraphiées. Tu as parlé déjà de celle dans la station-service. Moi, je pense que la Home Invasion pendant l'épisode d'Halloween... Ah ouais, elle est géniale. Voilà, c'est ma partie préférée parce que c'est celle qui me rappelle le plus l'univers des films d'horreur et qu'on voit... Avec les masques aussi. Ouais, on voit tous les pièges que Dorothy a mis en place avec sa fille qui fonctionnent. C'est hyper bien fait et c'est aussi là qu'on découvre aussi toute l'affection qu'elle a pour son mari et donc j'adore cette séquence. C'est quoi toi ta scène préférée ? Il y a une scène où Roy est dans un jacuzzi en extérieur. Enfin, déjà, j'ai trouvé très drôle et le cadre est magnifique. En fait, t'as un espèce de désert splendide derrière et tout ça. On découvre que le personnage de John Hamm donc a les tétons percés. Mais c'est une scène de confrontation entre lui et le FBI qui établit très bien le personnage, en fait. And I do as I please, and I know the difference between right and wrong. Don't you mean legal and illegal? Well, did you know that in North Dakota it is illegal for a charitable group to hold more than 2 poker games a year? And similarly, it is illegal to keep an elk in a sandbox in your own backyard, I shit you not. Now, if you were to own a tavern and serve beer and pretzels at the same time, I could arrest you. And in Waverly,
The law forbids horses from sleeping in bathtubs. You beginning to get the drift here? I'm a sheriff of the American Constitution, bound by duty, blood, and tradition to enforce what is right and to prosecute what is wrong. And the law, my friends, has very little to do with it. Et c'est là où on découvre un peu le délire aussi du shérif constitutionnel et ce que ça veut dire et tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Elle m'a fait marrer et j'ai bien... Enfin, justement, je trouve que la saison est assez intelligente pour pas transformer Roy en un personnage sympathique et pour montrer toute son horreur et tout ça. Mais il y a quand même des moments où Jon Hamm rend le personnage assez divertissant. Et cette scène, c'est vraiment l'un de ces moments pour moi parce qu'il y a un côté... détestable et horrible, mais en même temps, enfin, c'est vraiment le mec horrible qui dit je vous emmerde à l'État fédéral et tout ça. Il y a un côté caricatural, c'est sûr, mais en fait, avec ce genre de mecs, ils sont caricaturaux, quoi. Et puis après, moi, j'avais adoré aussi, mais ça, du coup, j'en ai parlé, le débat avec les sosies, ça m'a fait beaucoup rire, et le plan séquence avec Toxic. Est-ce que t'as un personnage préféré ? Pour moi, le mari de Dorothy, en fait, c'est vraiment un des meilleurs personnages de cette saison, qui est joué par David Risdale, qui est le mec de Zazie Beetz, par ailleurs. J'adore sa performance, j'adore son personnage parce que, tu le disais au début, tu le décrivais comme mollasson, très gentil mais un peu mollasson. Moi, je l'adore parce que je trouve que la série renverse beaucoup de clichés qu'on pourrait avoir sur ce personnage-là. Dans le premier épisode, quand on le découvre justement avec Dorothy et qu'on comprend qu'elle a un passé un peu trouble, qu'elle est recherchée, on se dit, elle s'est trouvée un pigeon, en fait, qui est justement un peu trop bon, trop con, très naïf, qui en revient pas d'être mariée avec une femme comme ça, et donc elle l'utilise un petit peu pour refaire sa vie de manière cachée, loin de Roy. Et en plus, elle repousse ses avances dans le premier épisode parce qu'elle a eu une journée compliquée. Elle lui dit non, mais là, vraiment, si tu me touches, je vais te taser aussi. Et donc, on se dit, oh là là, enfin, c'est vrai que c'est une figure un peu pathétique du mari, voilà, qui est pas au niveau. Et en plus, cet acteur est très beau, mais ils l'ont un petit peu enlaidi dans ce rôle. Et en fait, on comprend assez vite que non, elle est folle amoureuse de lui, que justement, elle est ravie d'être avec cet homme qui est très différent de Roy, qui lui apporte beaucoup de bonheur. Et en fait, moi, ça m'a fait penser au couple de Orphan Black, où il y a aussi un personnage de mari, j'ai oublié comment il s'appelle, mais qui est un peu, on le voit un peu comme la victime et le mari un peu coincé. Et en fait, on comprend qu'ils ont un amour génial tous les deux, alors qu'elle est magnifique et lui, c'est un peu le loser de banlieue américaine. Et là, je trouve que c'est un peu pareil. Leur histoire d'amour, je la trouve géniale. Et j'adore la scène où justement il a un accident et où Dorothy essaye de lui venir en aide. Ce personnage m'a beaucoup touchée parce que je trouve qu'il a plus de nuances que ce qu'on pourrait croire au début. Et toi, c'est quoi ton personnage préféré ? J'ai pas eu de passion, je pense que c'est Dorothy, honnêtement, parce qu'elle est assez admirable et tout ça, mais il y a quand même, je voulais mentionner un personnage qui s'appelle Danish, qui veut dire danois, mais qui en anglais veut surtout dire viennoiserie. Ouais, donc, c'est l'avocat, c'est ça ? Ouais, c'est l'avocat. Je l'adore. Ouais, il est génial. Ouais. Et il a un cache-œil. Et il est très sympathique au final. Ouais, l'acteur a aussi un visage hyper mémorable. Et lui, ça fait partie de ces personnages qui sont très bien dosés, on le voit pas beaucoup. Oui, il est à la fois un peu sinistre au début, et puis en fait très sympathique, parce qu'il équilibre le cynisme de Lorraine, puisque c'est son homme à tout faire, en fait, enfin son avocat. Mais voilà. Oui, son homme de main, quoi. Ouais. Et honnêtement, sa mort m'a plus touchée que la mort de Whit. Ce qui est touchant, en fait, c'est de voir à quel point sa mort touche Lorraine. Parce qu'encore une fois, c'est une façon de traverser un peu cette carapace, quoi. Est-ce que tu avais des citations ? Non, franchement, j'en ai pas noté. Moi, j'en ai juste une, justement, c'est au moment où il va être tué, Danish, et Roy lui dit « If you're so smart, then why you're so dead ?» C'est vrai que c'est très bien, ça. Si tu es si intelligent, pourquoi es-tu si mort ? Voilà. Ouais, elle est très, très bien écrite, cette série. C'était PIC TV, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou votre appli de podcast préféré. Dans le prochain épisode, on vous parle de Alias. Ouais, pour rester sur la thématique meuf badass. Exactement. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées ou des pires œuvres qui soient. À la semaine prochaine. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.